famille de chasseurs du Pas-de-Calais, moi, monsieur. Chasse-père de la Durée. Salut Fredo. De Lièvre, la perdrix, tout ça. Ils sont là, ils sont tous là. Nos drôles de l'âme, si vous nous rejoignez juste maintenant sur BFM Sport. David Lorto, Fred Hermel, Philippe Auclair et Simone Rovera qui va nous rejoindre dans quelques instants. Dès qu'il est là, il nous fait signe. Il est en Italie, il est un peu occupé ces temps-ci puisque il est papa depuis quelques heures. On va démarrer par l'avis du soir de Philippe Auclair. Jingle. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Philippe, tu veux nous parler d'N'Golo Kanté. Nous t'écoutons. Écoute, oui, enfin, je vous lance la balle, les gars. Tout simplement, N'Golo Kanté, encore auteur d'une performance exceptionnelle pour Chelsea ce week-end contre Arsenal, après une performance exceptionnelle contre Liverpool également, et qui est en train de réaliser un véritable exploit parce que non seulement après avoir été champion d'Angleterre avec Leicester, avoir été le roc sur lequel Leicester a bâti son extraordinaire campagne de champion, il est également le roc sur lequel Antonio Conte a bâti la plus belle équipe de Chelsea dont j'ai souvenir quant à moi, et qui a maintenant 9 points d'avance, et qui, sauf cataclysme, sera championne d'Angleterre, avec, je dis bien, comme motivateur, comme symbole de ce que représente cette équipe, le plus humble et le plus remarquable des milieux de terrain du championnat d'Angleterre, et à mon sens, à son poste de milieu défensif, actuellement le meilleur milieu défensif européen, point barre. Donc hommage à N'Golo Kanté. Ah ouais, tu y vas. Oui, mais je suis, tu te souviens, Gilbert, quand il a commencé à percer vraiment avec Leicester, tout le monde nous disait ouais, qu'est-ce que vous en faites des tonnes sur N'Golo Kanté. Mine de rien, après il est devenu international français. Il a pas vraiment déçu sous les couleurs des Bleus, et il est de mieux en mieux, il est de meilleur en meilleur, et je peux vous garantir que en ce moment, si tu fais le vote en Angleterre, il est footballeur de l'année. C'est pas Eden Hazard, c'est pas un autre, c'est N'Golo Kanté. Mais je le dis franchement parce que je le dis d'autant plus franchement que sans vraiment révéler les tractations, le titre de footballeur de l'année est décerné, excusez-moi, par la FWA. Je fais partie du comité directeur de cette association. Nous en avons déjà parlé. Et N'Golo Kanté figure. Donc on connaît ton vote. En ce moment, mais attends, la saison n'est pas finie, il y a encore 14 matchs. Ton vote, quoi. Tu vois, Philippe, ce que tu dis est très intéressant parce qu'effectivement, ce qu'il est en train de faire impressionne. J'ai vu le match comme beaucoup de gens. Effectivement, ses performances éclaboussent. Il fait penser au Makelele, époque Real Madrid, sorte de point d'équilibre d'une équipe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et ça n'est rien lui enlever que de dire ça, moi, l'équipe de foot ou le football, où c'est le milieu défensif le meilleur joueur, c'est pas forcément ce que je préfère. Je suis d'accord. Ça veut pas dire que je n'aime pas. Ça veut pas dire que je ne lui reconnais pas du talent. Ça veut pas dire que d'abord, je pensais même pas qu'il atteindrait ce niveau. Je pense que l'ensemble collectif dans lequel il est, lui aide beaucoup les autres et les fait devenir meilleurs parce qu'il nettoie les ballons. Mais lui profite aussi du système. Il profite du système, il profite du fait d'avoir des tout le monde profite et c'est tant mieux, c'est ça qui fait que l'équipe marche. Mais c'est pour ça, et je te dis, c'est le symbole de cette équipe, c'est le symbole de la réussite. Ouais, maintenant je me souviens de l'époque où justement Makelele était au Real, au milieu des Galactiques, et que ça a fait du mal quand il est parti parce que justement il n'y avait plus ce point d'équilibre. On a connu, tu sais, il y en a eu beaucoup des joueurs comme ça. Après on peut débattre qui est le meilleur, qui est pas le meilleur. Les époques et les équipes sont pas toujours les mêmes autour, quoi. Mais le Gattuso du Milan en 2007 qui est champion d'Europe est très important, et pourtant autour de lui il y a Clarence Seedorf que j'adore, Kaka que j'adore, comme là il y a des joueurs à Chelsea que j'adore aussi, qui on a d'autres comme profil comme ça dans des équipes, il y en a plusieurs. Et moi tu m'empêcheras jamais parce que c'est mon goût du foot, hein. Et encore une fois je ne lui enlève rien, mais le foot, c'est comme quand on disait Busquets est très important au Barça. Mais je préfère Iniesta, mais je préfère Messi. Évidemment, mais c'est autre chose. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que malgré tout, et même si c'est comme dans l'équipe de France de Platini, Luis Fernandez et Tigana était capital. Mais je préfère Platini parce que je pense que sans Platini, t'avais du mal à gagner.
Et tu vois, c'est un peu, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué de. Si tu compares, si tu dis que c'est le meilleur joueur de la saison. Oui, non mais parce que c'est le jeu des gars de faire ressortir des individualités. Mais Daniel, il est plus sur le débat collectif en disant, mais finalement, moi, je préfère les joueurs créatifs. On est très nombreux à le rejoindre. Mais pour moi, il n'y a pas de comparaison par rapport à un collectif, parce que c'est comme si tu comparais, je sais pas, le banana split avec une bonne orange. Le meilleur joueur défensif ne vaudra jamais le meilleur joueur offensif ou le meilleur milieu défensif ne vaudra jamais le meilleur numéro 10 ou un attaquant. Que tu dis ça, c'est aller dans mon sens. Non, mais vous c'est très très nombreux à aller dans le même sens par rapport à ça. Le football se gagnera. Kanté peut être extraordinaire. Si devant il n'y a pas les mecs qui ont le talent pour finir, ça se fait plus du tout. Ils gagneront pas à Chelsea. Mais tu sais, excuse-moi Fred, Fred, juste une toute petite seconde, mais je te dis pas que c'est le meilleur joueur d'Europe, je te dis que c'est le meilleur milieu défensif d'Europe, et je te dis surtout qu'il est. Ouais, mais t'as dit joueur de l'année en Angleterre. Oui, parce que je pense en Angleterre, on s'est posé la question, est-ce que quand il fallait couronner un joueur de Leicester l'année dernière, c'est évident, et il y en avait 3 qui se distinguaient du lot, il y avait Jamie Vardy, Riyad Mahrez et N'Golo Kanté. Et il y a beaucoup d'entre nous qui se sont dit quel était le plus important. Bien sûr, Vardy qui marque les buts, bien sûr, Mahrez qui les crée et qui les marque, mais sans N'Golo Kanté, rien de tout cela ne serait possible. Par exemple, continuons, donc, si tu veux, je pense qu'il y a une espèce de, si tu veux, de volonté de reconnaître aussi, quand je dis footballeur de l'année, c'est pas seulement joueur, c'est aussi la façon dont il se comporte. Oui, mais je sens bien chez toi la volonté de le mettre en avant parce qu'il est discret par rapport aux autres. Il se mettra jamais en avant lui-même. Oui, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est admirable, malgré tout, et encore une fois, je ne lui enlève rien. Mais dans le rôle qui est le sien, je préférerais toujours en mec devant la défense un Pirlo ou un Redondo. Moi, je voudrais avoir les deux, tu vois. Tu me mets Redondo et N'Golo Kanté. D'accord, mais tu comprends. Et pourtant, Kanté, vraiment, encore une fois, qu'on ne se trompe pas. Je trouve que ce qu'il fait est formidable. Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. On est tous d'accord. Et après, parce que toi, tu parlais de joueur de l'année. Mais mine de rien, il représente également ce qu'est Chelsea, qui fera un très fort champion. Et très beau champion pour moi. Très beau. Tu me permettras de trouver qu'il y a eu des plus belles équipes championnes en Angleterre. Oui, mais il va falloir remonter. Le Chelsea d'Ancelotti était très beau. Tu me permettras de... dans ces trucs-là parce que là on était sur un N'Golo Kanté. Fred voulait dire un mot. Il symbolise le Chelsea d'aujourd'hui, qui est très efficace. Tu ne t'appelles pas Fred. Qui est très efficace, mais. À moins que c'est son deuxième prénom. C'est un joli prénom. Non mais Kanté, c'est un joueur qui a intéressé en Espagne parce qu'on sait très bien l'absence de départ de Makelele a été tellement un traumatisme pour le Real Madrid qui n'a plus rien gagné après les Galactiques n'ont plus gagné. Dans le Real après d'aujourd'hui, il serait pas mal, Kanté. Ouais, c'est pour ça. Et Zidane en a trouvé un qui s'appelle Casemiro. Et aujourd'hui, Zidane justement qui a joué avec Makelele a trouvé ce joueur qui est Casemiro, qui a monté une grande marche dans son niveau qui fait qu'il assume. Mais on a beaucoup parlé d'un possible intérêt du Real pour Kanté, puisque dans l'équilibre actuel pour gagner la Liga, ou encore plus pour gagner, ou pareil, gagner la Ligue des Champions, c'est un poste mais obligatoire dans le football moderne aujourd'hui. Un football justement dans une équipe ultra offensive, tu as besoin d'un type qui se sacrifie, qui fasse le boulot. Ça c'est essentiel, et c'est vrai que Kanté est magnifique à ce niveau-là. Après moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense qu'il est quasiment impossible, vu d'Espagne, qu'un milieu défensif soit le joueur de l'année, quoi. C'est impossible. Je dirais même qu'un défenseur central comme Ramos, au Real, on le trouvera génial, mais on considérera que c'est un joueur de devoir. Voilà. Je pense que Ramos a plus de chances d'être devant un N'Golo Kanté, même au Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Hashtag RMC Live, Matt qui nous dit en fait il faut un joueur comme Kanté pour que les créatifs soient libres dans leurs actions. Bien sûr. Mais on n'a pas découvert le show de ce soir. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Attends. Il a donné des exemples par rapport au Milan AC. Excuse-moi, il a parlé du Milan AC, mais sur la Juve qui est championne d'Europe à la fin des années 90, elle a un playmaker qui s'appelle Zinedine Zidane, mais à côté, t'as un Deschamps et Sousa qui se chargent aussi du sale boulot, et c'est avec ce sale boulot que tu permets au numéro 10 de briller. Mais est-ce que tu peux pas... De quoi la Juve de Zidane, David, est-ce qu'on peut pas... C'est pour dire que Zidane n'est pas champion d'Europe avec la Juve. C'est le tour de Est-ce qu'on peut pas avoir des joueurs quand il arrive? Est-ce qu'on peut pas avoir des joueurs qui dépassent cette fonction-là? Un joueur comme Vidal, par exemple, qui joue à ce poste-là, qui est certes plus offensif, qui peut faire peut-être les deux. C'est-à-dire ratisser les ballons et malgré le fait qu'il est sans boulot. Par exemple. Arturo Vidal à son sommet
Je préfère Kanté. C'est plus complet. Je suis d'accord. Écoutez, je trouve que vous faites un peu la fine bouche. Oui, vous faites un peu la fine bouche parce qu'on est en train de parler de mecs qui sont forts. Très fort. Et si tu veux, tu vois la différence. Moi, si tu veux, c'est aussi le fait qu'il symbolise quelque chose dans le football que je trouve absolument admirable et qu'on ne met pas suffisamment en avant. Une autre dimension. Et tu sais, il est également très bon lorsqu'il s'agit d'aller de l'avant et il est beaucoup plus créatif, par exemple, que Claude Makélélé. Il est assez habile, hein. Il peut mettre des buts. Non, mais attention, on parle pas d'un mec au pied carré. Il est encore en pleine progression. Il est encore très jeune, en ce qui concerne en tout cas son âge de footballeur. Mais c'est bon. De toute façon, c'est quelque chose. Je te dis que tu l'as dit toi-même également, Daniel. Il symbolise cette équipe de Chelsea qui est en train de réaliser une saison qui est quand même admirable, et il est le symbole parfait pour le football de Antonio Kanté, on en avait parlé avec François d'ailleurs. C'est un football qui pour moi est très beau à voir, même quand il est en phase défensive. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de plus grand passons au dossier suivant que tu peux se faire à une équipe. Le ratage du week-end d'Arsenal et Wenger qui s'énerve après ses joueurs, raconte. Ah bah écoute, oui, il était blanc de rage. Non, mais il était blanc de rage parce que vous savez qu'en ce moment il est suspendu, hein, il doit suivre le match depuis les tribunes. Et après le match, je l'ai vu quelques minutes après le coup de sifflet final, il avait vraiment une expression terrible sur le visage. Et pour une fois, il s'en est pas trop pris à l'arbitre, malgré le but accordé à Chelsea. Et il a dit des choses que j'ai trouvées franchement très dures sur ses joueurs. C'est-à-dire qu'il m'a dit en wengerien que ses joueurs s'étaient grosso modo cachés sur le terrain. Et ouais, mais je vais te dire un truc. C'est très rare qu'ils disent une chose pareille. Je vais te dire un truc qui est de plus en plus évident quand tu regardes Arsenal. Parce que sur le match, là, encore une fois, ils se font avoir comme des bleus, mais encore une fois, c'est eux qui essayent de faire le jeu. Mal. Parce qu'ils ont plus les capacités à le faire, parce qu'ils n'ont pas le talent pour garder la balle et faire tourner comme ils aimeraient de le faire. Mais c'est eux qui essayent de faire le jeu. Et comme c'est plus dur, et comme la mode, et surtout quand t'as un coach qui arrive à monter une équipe comme Conte le fait avec Chelsea, ce jeu rapide de transition qui est vraiment le football d'aujourd'hui. Une équipe comme Arsenal se fait avoir comme des mômes. Mais je pense que la base, tout simplement, c'est que le message de Wenger ne passe plus du tout. Je crois qu'il n'a plus la confiance de ses joueurs. En fait, il ne voit plus chez lui un winner. Parce que eux-mêmes savent que depuis des années, c'est un loser. Psychologiquement, ils sont atteints par ça. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à croire. Pendant longtemps, Wenger, même quand ça allait pas, il y a encore quelques années, il continuait dans la croyance que c'est son jeu qui permettrait à Arsenal de gagner. Et parfois, d'abord, ça marchait. Et il y avait des sursauts où parfois, tu avais Arsenal qui était capable de faire un gros match. Parce que le jeu prôné par Wenger, son système, finissait par convaincre les joueurs qu'ils allaient s'en sortir comme ça. À une époque, vous avez des joueurs plus talentueux. Aujourd'hui, le message, il passe plus du tout. Écoute, Wenger en français, interrogé par Philippe Auclair lui-même. Certains joueurs individuellement n'étaient pas à leur top. Et quand on est très jeune comme ça, inexpérimenté, qu'en plus, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau, et évidemment, ça fait mal. Et puis il y a eu le deuxième but qui a un peu tué le match, où on a été extrêmement naïf. Il y a des joueurs quand même qui connaissent Hazard, qui savent qu'il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse. Et on a été extrêmement naïf sur le deuxième but qui nous a mis après en difficulté. Voilà pour Arsène Wenger. J'aimerais qu'on accueille Romain et qu'on lui donne les gars, Romain est là au 32-16. Donnons-lui la parole. Romain, bonsoir. Salut les gars. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu sur le coach de ton club? Ouais, j'ai entendu. J'ai pas tout compris, mais j'ai entendu. C'est-à-dire C'est-à-dire, chaque année, il nous dit la même chose. C'est bon, au bout d'un moment, moi j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Parce que t'es comme les joueurs, le message ne passe plus. Oui, mais bon, autant moi ça fait. Mais le message peut pas passer après tant d'années, c'est pas possible. Romain. Non, mais je dis, autant moi ça fait 20 ans que je suis derrière, autant il y a des joueurs, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont arrivés, quoi. Que le message il passe plus auprès de moi, parce que chaque année on me fait espérer, chaque année on arrive au mois de décembre, on est toujours bien, on lutte pour le titre et arrivé en janvier, chaque année en janvier on explose, il y en a marre. Moi j'en ai marre. Alors moi ce discours j'en peux plus. Il y a encore 2 ans. Donc ça veut dire il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans, etc. Il fallait qu'on devienne indépendant, il fallait qu'on ait notre stade, etc., etc. Bon, on peut dire maintenant que ça fait 2 ans qu'on a un équilibre financier qui est extrêmement important. On est d'accord?
Est-ce qu'on est d'accord? On a notre stade, on a des revenus qui sont importantes, mais on s'est bandé aucun joueur. Putain, personne ne veut venir chez nous. Donc quand au bout d'un moment personne ne veut venir chez toi, t'as un niveau qui reste à un encéphalogramme absolument plat, quoi. Et tu donnes envie à personne, et notamment aux supporters. Bon, t'es quand même un peu dur, parce que je pense qu'il y a un paquet de joueurs qui seraient prêts à aller à Arsenal demain. Non, ils ont perdu la cote. Ils ont perdu la cote. Peut-être pas le top 5 ou le top 10, mais top 51. Et le problème, c'est que Wenger ne reconnaîtra jamais qu'il est fini. Parce que c'est très dur de quitter la scène. Le mot de la fin pour Philippe, là, sur Wenger. Le mot de la fin. Rajouter un truc, hein. D'accord, non, absolument. Mais apparemment, il y a une offre d'une prolongation de contrat de 2 ans qui est sur la table. Pour Wenger. Pour Arsène, absolument. Il le veut plus, Florentino Pérez, Aurélien? Ah non, il a compris. C'est fini, ça? Il a dit non 2 fois quand même, Wenger. La dernière. Non, mais il y a une chose que j'ai déjà dit et que je redis. C'est un club qui a le même manager depuis 20 ans ne sait plus comment en changer. Alors, quand tu as, et c'est un vrai problème au niveau de la façon dont le club fonctionne. Qui prend les décisions, qui a l'autorité suffisante pour pouvoir prendre cette décision, et donc d'une certaine manière, Arsène Wenger, c'est la sécurité dans la continuité. C'est pas nécessairement le titre de champion, ça on est au courant, mais je crois que c'est lui qui va décider. Et pour l'instant, la prolongation de contrat, l'offre est apparemment sur la table. Alors. Tu as le choix, soit on parle de Liverpool, soit on parle de Leicester et de sa relégation éventuelle, soit on parle de City et de Gabriel Jesus. Tu choisis quoi, Philippe? Écoute, je pense Klopo, comme ça on pourra passer la balle à l'ortho. Avec quand même ce qui se passe à Liverpool depuis le 1er janvier, qui est absolument catastrophique, puisque on a eu encore droit ce week-end. C'est incroyable cette dégringolade. Écoute, je dirais pas qu'elle était prévisible, pas à ce point-là. Non, mais, quand même. Pas à ce point-là. Mais cela dit, c'est pas la première fois que les équipes de Jürgen Klopp se prennent les pieds dans le tapis et s'étalent de tout leur long. C'était arrivé à Mainz. C'était arrivé avec le Borussia Dortmund. C'est arrivé avec Liverpool l'année dernière. Ça, on l'a un petit peu oublié, c'est que entre le 1er janvier, le 2 janvier et le 6 février, je crois, l'an passé, donc en 2016, Liverpool avait seulement gagné un match sur 7 et s'était fait éliminer de la Cup. Donc il y a un vrai problème d'adaptation à l'Angleterre et notamment au manque de trêve hivernale. Et du coup, tu as des équipes qui sont en surchauffe en permanence pour Jürgen Klopp, hein, parce qu'il n'a pas un effectif fabuleux. Physiquement, c'est pas une équipe fabuleuse. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est une équipe qui, dans certaines lignes, est une équipe de milieu de tableau et qui se retrouve malgré tout avec 46 points, donc qui est encore dans le coup. Mais bon, ça accroche, ça fait du mal. Et donc je passe la balle à l'ortho parce que il nous a dit que on parlait éventuellement en Allemagne d'un retour de Jürgen Klopp. Vers Dortmund. Écoute, on va parler de ça dans quelques instants, mais en Bundesliga, on pense business, donc petite page de pub, et ensuite, David Lorto aura la parole dans l'after. À tout de suite.